contenait des enseignements datant du début de l'ère chrétienne et qui avaient disparu pendant des siècles. Leur authenticité ne faisait aucun doute. Le nom de l'auteur présumé, Hermès Trismégiste, était la combinaison du dieu grec Hermès et du dieu égyptien Thoth, les dieux de la magie les plus importants des deux civilisations. Ces documents parlaient d'occultisme, de doctrines ésotériques, d'alchimie, de magie et d'astrologie. Ficino et son école analysèrent ces textes ancestraux, qu'ils datèrent à la période d'avant Platon, et qui, selon eux, venaient d'Égypte. Des scientifiques ont finalement prouvé qu'Hermès Trismégiste n'avait jamais existé. Ficino a traduit un abrégé des traditions grecques sur comment se cultiver pour atteindre l'illumination et élargir sa conscience pour égaler les dieux. Les livres étaient présentés sous la forme de dialogues entre le dieu Hermès et d'autres, qui révélaient les secrets de l'univers. Un des documents, un texte bref appelé « La table d'émeraude » devint la Bible des occultistes de la Renaissance. On dit que cette table comportait une douzaine de formules qui commençaient par « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». C'était la structure de l'univers. La structure des étoiles et du grand univers se répète sur Terre. Les Hermetica reprenaient l'enseignement des anciennes écoles des mystères, selon lequel l'humain possède une nature divine. C'est l'objectif de l'initiation à l'hermétisme. L'idée était de dépasser notre statut de mortel et de nous ramener à notre état ultime d'être spirituel. L'hermétisme charma les érudits de la Renaissance. L'occultisme perçait à nouveau. L'idée des Hermetica, selon laquelle il existait un lien direct entre l'humain et Dieu, menaçait-elle l'autorité de l'Église? La découverte des Hermetica pendant la Renaissance fut à l'origine d'une nouvelle génération d'occultistes, qui voulaient associer la religion à la science et à la magie. Une entreprise dangereuse dans une société régie par le christianisme. John Dee risqua sa vie pour étudier les enseignements des Hermetica. John Dee était un génie. Il incarnait l'idéal de l'être illuminé, doté d'une compréhension spirituelle de sa mission sur Terre et d'une intelligence supérieure. Mais comme Pythagore avant lui, il paya le prix fort pour avoir osé chercher la sagesse des dieux. John Dee, grande figure de la Renaissance, suivit les traces de Paracelse. Ses expériences lui permirent de devenir un talentueux scientifique, un inventeur, un mathématicien, un brillant cryptographe et un pionnier dans le domaine de la navigation. Mais c'était aussi un occultiste, un sorcier et un astrologue. Il fut même l'astrologue attitré de la reine Élisabeth d'Angleterre. Il voulait rester en phase avec la pensée de son temps. À l'époque, on ne faisait pas de distinction entre la magie et la science. Et il cherchait à comprendre le monde qui l'entourait. Lorsque la reine Élisabeth accéda au trône en 1558, elle nomma John Dee astrologue de la cour. Mais son influence ne se limita pas à cela. Le grand magicien d'Angleterre était également l'espion de la reine. Il participait aux intrigues politiques. La reine lui faisait confiance. Mais il travaillait également en coulisses dans toute l'Europe pour réduire le pouvoir de l'Église et instaurer celui du protestantisme. Sous l'influence de Dee, la reine Élisabeth reconnut officiellement la science occulte la plus importante de la Renaissance, l'alchimie. Les alchimistes avaient deux objectifs, soigner les maladies et transformer les métaux vils en or. Ils pensaient atteindre leur but en trouvant la pierre philosophale, une substance mystique qui pouvait également élargir la conscience des alchimistes. Il s'agissait d'une approche visant à comprendre le fonctionnement du monde physique. On peut considérer l'alchimie comme l'ancêtre de la chimie moderne. L'alchimie existait depuis le début de l'époque des Égyptiens, mais elle prit un nouvel essor avec les scientifiques de la Renaissance.
La science moderne est un héritage des alchimistes. Ils travaillaient déjà en laboratoire et nous ont légué l'observation des résultats et la méthode scientifique. Les alchimistes étaient à la pointe de la science. Ils découvrirent le phosphore, le zinc, la distillation de l'alcool et les germes à l'origine des maladies. Ils furent les premiers à comprendre la circulation sanguine. Les expériences peu orthodoxes et les découvertes scientifiques commencèrent à susciter des inquiétudes. On accélère les processus naturels, l'évolution des métaux, l'utilisation des remèdes, le développement de la conscience. Pour l'Église, il était impossible d'accélérer les processus de la création de Dieu sans invoquer les démons. Outre son travail d'alchimiste, la plus grande passion de Dee était la divination. Il pensait pouvoir faire appel aux méthodes scientifiques pour communiquer avec les êtres surnaturels. L'obsession de Dee d'entrer en contact avec les anges aura des conséquences désastreuses. L'art de manipuler les objets tels que les os, les feuilles de thé, avait été transmis par les musulmans au XIVe siècle. Il devint une méthode très populaire pour lire l'avenir. Mais Dee utilisait la cristallomancie comme méthode de divination. Il scrutait une boule de cristal qui reflétait des informations surnaturelles. La cristallomancie est une pratique très ancienne. On regarde dans du verre, un miroir, de l'eau, tout ce qui possède une surface possédant un reflet, pour observer l'aspect spirituel caché derrière l'aspect matériel. John Dee n'obtint aucun résultat jusqu'à ce qu'un jeune homme nommé Edward Kelly frappe à sa porte. Kelly était capable d'entrer en contact avec le monde des ombres. Edward Kelly mirait dans un cristal d'améthyste. Il décrivait ce qu'il voyait, tandis que John Dee prenait note des communications. Kelly commença à recevoir des messages des anges. Il parlait une langue qu'il appela l'énochien, d'après le livre biblique perdu d'Enoch. Ces transmissions sont les premiers exemples de ce qu'on appelle aujourd'hui le channeling. Les pratiques de Dee et Kelly étaient tout à fait nouvelles. Elles ne se basaient pas sur la tradition. En réalité, ils parlaient une langue nouvelle. Le vocabulaire et la syntaxe de l'énochien sont tout à fait cohérents. Et Kelly, qui n'était pas particulièrement instruit, n'aurait pas pu l'inventer. Il n'aurait pas pu créer un tel mensonge. Dee et Kelly partirent pour un tour d'Europe afin de partager leurs découvertes, à l'époque où l'Inquisition lança un nouvel assaut contre les hérétiques. Il suffisait du moindre changement dans l'environnement politique ou religieux pour que ce qui avait été considéré comme incroyablement génial devienne démoniaque et inquiétant. Quand Dee rentra en Angleterre, il découvrit qu'on avait détruit sa bibliothèque et ses instruments scientifiques et occultes. La cour lui tourna le dos. Cet homme qui fut autrefois un scientifique novateur finit sa vie sans le sou et accusé de sorcellerie. Dee était avant tout un magicien. Ses successeurs se sont basés sur son travail pour créer un nouveau point de vue, qu'il s'agisse d'art de la conscience, de magie cérémoniale ou de divination, selon des paramètres modernes. La chute de John Dee marqua le début du déclin de l'occultisme. L'Église déclara que ce type de pratique était l'œuvre de créatures possédées par le démon. Du XIVe au XVIe siècle, plus de 40 000 personnes furent exécutées pour sorcellerie. Les idées occultes s'ancrèrent dans les traditions de sociétés secrètes, telles que la franc-maçonnerie et l'ordre de la Rose. Les idées se transmettaient parmi les sociétés et les organisations secrètes, car elles étaient puissantes et dangereuses. Dangereuses pour le maintien des traditions, pour la religion établie. Ce sont donc des thèmes associés aux sociétés secrètes. Les sociétés secrètes se développèrent dans toute l'Europe. Elles furent instrumentalisées à l'époque des Lumières du XVIIIe siècle. Elles jouèrent également un rôle dans la fondation de la démocratie américaine.